Bonjour. Alors, aujourd'hui, je m'attaque à un gros morceau. C'est toute la littérature qu'on peut trouver au sujet de la déportation, des camps de concentration, et tous les témoignages qui servent à maintenir un certain devoir de mémoire, c'est-à-dire nous aider à ne pas oublier ce qui a pu se passer pendant la Shoah, qui est quand même une monstruosité absolue, hein, puisque quand même 9 millions de personnes sont mortes dans les camps, dont 6 millions de juifs. Et donc, pas mal d'auteurs ont raconté ce qui s'était passé, dont évidemment, principalement d'anciens déportés. Alors, dans les livres les plus connus, on a Si c'est un homme de Primo Levi, qui est vraiment voilà, l'incontournable. Également La nuit d'Elie Wiesel, Le grand voyage de Georges Semprin, et puis tout ce qu'a pu écrire Charlotte Delbo, une trilogie qui s'appelle Auschwitz et après, avec 3 parties, et également Le convoi du 24 janvier, qui est un récapitulatif de tout ce qui arrivait aux femmes qui faisaient partie du convoi de Charlotte Delbo, puisque c'était une résistante. Et sur 230 femmes déportées en même temps qu'elle, 49 sont revenues. Et dans quel état? Et encore 49, c'était plutôt exceptionnel pour l'époque, puisque ces femmes ont eu la chance d'être déportées ensemble, et donc de se connaître et de faire en sorte de s'entraider au maximum. Alors, je voudrais commencer par parler de Primo Levi, qui est vraiment le témoin par excellence, hein, Primo Levi, juif italien résistant, également chimiste. Et Primo Levi qui a raconté ce qui s'était passé dans les camps. C'est un témoignage poignant. D'ailleurs, tout ce que je vais vous lire maintenant va être assez poignant, assez difficile, hein, donc âme sensible s'abstenir. En même temps, c'est votre programme d'histoire-géographie, hein, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas joyeux, euh, mais bon, voilà, il faut savoir ce qui s'est passé. C'est de l'histoire, et en plus, on le doit à la mémoire de tous ceux qui sont morts. Alors, je vais vous lire un passage qui s'appelle Octobre 1944, qui parle de l'hiver et de tout ce que ça pouvait engendrer pour les déportés. Nous avons lutté de toutes nos forces pour empêcher l'hiver de venir. Nous nous sommes agrippés à toutes les heures tièdes. À chaque crépuscule, nous avons cherché à retenir encore un peu le soleil dans le ciel, mais tout a été inutile. Hier soir, le soleil s'est irrévocablement couché, dans un enchevêtrement de brouillard sale, de cheminées d'usines et de fils. Et ce matin, c'est l'hiver. Nous savons ce que ça veut dire, parce que nous étions là l'hiver dernier, et les autres comprendront vite. Ça veut dire que dans les mois qui viennent, 7 sur 10 d'entre nous mourront. Ceux qui ne mourront pas souffriront à chaque minute de chaque jour, et pendant toute la journée. Depuis le matin avant l'aube jusqu'à la distribution de la soupe du soir, ils devront tenir les muscles raidis en permanence, danser d'un pied sur l'autre, enfuir leurs mains sous leurs aisselles pour résister au froid. Ils devront dépenser une partie de leur pain pour se procurer des gants, et perdre des heures de sommeil pour les réparer quand ils seront décousus. Comme on ne pourra plus manger en plein air, il nous faudra prendre nos repas dans la baraque, debout, sans pouvoir nous appuyer aux couchettes puisque c'est interdit, dans un espace respectif de quelques centimètres carrés de plancher. Les blessures de nos mains se rouvriront, et pour obtenir un pansement, il faudra chaque soir faire la queue pendant des heures, debout dans la neige et le vent. De même que ce que nous appelons faim ne correspond en rien à la sensation qu'on peut avoir quand on a sauté un repas, de même notre façon d'avoir froid mériterait un nom particulier. Nous disons faim, nous disons fatigue, peur et douleur, nous disons hiver, et en disant cela, nous disons autre chose, des choses que ne peuvent exprimer les mots libres, créés par et pour des gens libres, qui vivent dans leur maison et connaissent la joie et la peine. Si les lagueurs avaient duré plus longtemps, ils auraient donné le jour un langage d'une âpreté nouvelle, celui qui nous manque pour expliquer ce que c'est que peiner tout le jour dans le vent, à une température au-dessous de 0, avec pour tout vêtement une chemise, des caleçons, une veste et un pantalon de toile, et dans le corps la faiblesse et la faim, et la conscience que la fin est proche. Un autre passage sur la pluie. Quand il pleut, on voudrait pouvoir pleurer. C'est novembre, il pleut depuis 10 jours et la terre ressemble au fond d'un étang. Tout ce qui est en bois a une odeur de champignons. Si je pouvais faire 10 pas sur la gauche, là, sous le hangar, je serais à l'abri. Je me contenterais bien d'un sac pour me couvrir les épaules, ou même de l'espoir d'un feu où me sécher, ou à la rigueur d'un bout de chiffon sec à glisser entre mon dos et ma chemise. J'y pense entre 2 coups de pelle, et je me persuade qu'un morceau de tissu sec serait vraiment pur bonheur. Au point où nous en sommes, il est impossible d'être plus trempé.
Il ne reste plus qu'à bouger le moins possible et surtout à ne pas faire de mouvements nouveaux, pour éviter qu'une portion de peau restée sèche n'entre inutilement en contact avec nos habits ruisselants et glacés. Encore faut-il s'estimer heureux qu'il n'y ait pas de vent. C'est curieux comme d'une manière ou d'une autre, on a toujours l'impression qu'on a de la chance, qu'une circonstance quelconque, un petit rien parfois, nous empêche de nous laisser aller au désespoir et nous permet de vivre. Il pleut, mais il n'y a pas de vent. Ou bien il pleut et il vente, mais on sait que ce soir on aura droit à une ration supplémentaire de soupe, et alors on se dit que pour un jour, on tiendra bien encore jusqu'au soir. Ou encore c'est la pluie, le vent, la faim de tous les jours, et alors on pense que si vraiment ce n'était plus possible, si vraiment on n'avait plus rien dans le cœur que souffrance et dégoût, comme il arrive parfois dans ces moments où on croit vraiment avoir touché le fond, eh bien même alors on pense que si on veut, quand on veut, on peut toujours aller toucher la clôture électrifiée ou se jeter sous un train en manœuvre. Et alors, il ne pleuvrait plus. Donc on sent bien à quel point la vie quotidienne pouvait être épouvantable, quand le dernier espoir qui peut vous maintenir en vie est celui de pouvoir mettre fin à ces jours. Alors un autre témoignage très émouvant, c'est la nuit d'Elie Wiesel. Alors Elie Wiesel a été déportée très jeune, à 15 ans, avec son père, puisque on exécutait directement à l'arrivée au camp les femmes qui avaient des enfants, les personnes âgées, les handicapés, les malades et les enfants de moins de 15 ans. Et comme Elie Wiesel avait la chance d'avoir 15 ans et d'être assez robuste, il a fait partie de ceux qu'on a sélectionnés, puisque c'est comme ça qu'on disait, pour travailler dans le camp. Et dans ce livre qui s'appelle La Nuit, Elie Wiesel raconte son calvaire dans les camps, mais son calvaire particulier avec son père, assez âgé, qu'il se sentait obligé de protéger, mais qui en même temps, du coup, le mettait en danger lui-même, puisque parfois il devait se sacrifier pour lui. Et un passage particulièrement émouvant et terrible, c'est la description de la mort de son père qui était malade. De jour en jour, il s'affaiblissait, le regard voilé, le visage couleur de feuilles mortes. Le 3e jour après notre arrivée à Buchenwald, tout le monde dut aller aux douches, même les malades qui devaient passer les derniers. Au retour du bain, nous dûmes attendre longtemps dehors. On n'avait pas encore achevé les nettoyages des blocs. Apercevant au loin mon père, je courus à sa rencontre. Il passa près de moi comme une ombre, me dépassa sans s'arrêter, sans me regarder. Je l'appelai, il ne se retournera pas. Je courus après lui. « Père, où cours-tu » Il me regardait un instant et son regard était lointain, illuminé, le visage d'un autre. Un instant seulement, il poursuivit sa course. Atteint de dysenterie, mon père était couché dans son box et 5 autres malades avec lui. La dysenterie, c'est une maladie qui se caractérise par des diarrhées sanglantes qui finissent par déshydrater et par faire mourir. J'étais assis à côté, le veillant, n'osant plus croire qu'il pourrait encore échapper à la mort. Pourtant, je faisais tout pour lui donner de l'espoir. Tout à coup, il se redressa et posa ses lèvres fiévreuses contre mon oreille. « Éliseur, il faut que je te dise où se trouve l'or et l'argent que j'ai enterrés dans la cave, tu sais. » Et il se mit à parler de plus en plus vite, comme s'il craignait de n'avoir plus le temps de tout me dire. Pour une ration de pain, je réussis à échanger mon lit avec un détenu de ce bloc. L'après-midi, le docteur arriva. J'allais lui dire que mon père était très malade. « Amène-le ici. » Je lui expliquai qu'il ne pouvait pas tenir sur ses jambes, mais le médecin ne voulut rien entendre. Tant bien que mal, je lui amenai mon père. Il le fixa, puis l'interrogea sèchement. « Que veux-tu » ? « Mon père est malade, répondis-je à sa place. Dysenterie. Dysenterie, ce n'est pas mon affaire, je suis chirurgien. Allez, faites de la place pour les autres. Mes protestations ne servirent à rien. Je n'en peux plus, mon fils, reconduis-moi au box. Je le reconduisis et l'aidai à s'étendre. Il frissonnait. Essaie de dormir un peu, père. Sa respiration était encombrée, épaisse. Il gardait les paupières closes, mais j'étais persuadée qu'il voyait tout. Revenant dans la distribution de pain, je trouvais mon père pleurant comme un enfant. « Mon fils, ils me battent !»« Qui ?» Je croyais qu'il délirait. « Lui, le français et le polonais, ils m'ont battu. »« Éliseur, dis-leur de ne pas me frapper, je n'ai rien fait, pourquoi me frappent-ils » Je m'ai mis à insulter ses voisins, ils se moquèrent de moi. Je leur promis du pain, de la soupe, ils riaient, puis ils se mirent en colère. Ils ne pouvaient plus supporter mon père, disait-il, qui ne pouvait plus se traîner dehors pour faire ses besoins. Le lendemain, il se plaignit qu'on lui avait pris sa ration de pain. « Pendant que tu dormais ?»« Non, je ne dormais pas, ils se sont jetés sur moi, ils me l'ont arraché, mon pain, et ils m'ont battu, encore une fois. Je n'en peux plus, mon fils, un peu d'eau. » Je savais qu'il ne fallait pas qu'il boive, mais il m'implora si longtemps que je cédais. L'eau était pour lui le pire poison, mais que pouvais-je encore faire pour lui ? Avec de l'eau, sans eau, cela finirait de toute façon bientôt. Toi au moins, aie pitié de moi. Avoir pitié de lui, moi, son fils unique. Une semaine passa ainsi. « C'est ton père, celui-ci » me demanda le responsable du bloc. « Oui. Il est très malade. Le docteur ne veut rien faire pour lui. Le docteur ne peut plus rien faire pour lui. Et toi non plus.
Écoute bien, petit, n'oublie pas que tu es dans un camp de concentration. Ici, chacun doit lutter pour lui-même et ne pas penser aux autres. Même pas à son père. Il n'y a pas de père qui tienne, pas de frère, pas d'amis. Chacun vit et meurt pour soi, seul. Je te donne un bon conseil. Ne donne plus ta ration de pain et de soupe à ton vieux père. Tu ne peux plus rien pour lui, et tu t'assassines toi-même. Tu devrais au contraire recevoir sa ration. Une fraction de seconde seulement, mais je me sentis coupable. J'avais hésité. Je courus chercher un peu de soupe et la donner à mon père, mais il n'en avait guère envie. Il ne désirait que de l'eau. Ne bois pas d'eau, mange de la soupe. Je me consume, pourquoi es-tu si méchant envers moi, mon fils? De l'eau. Je lui apportai de l'eau, puis je le quittai pour l'appel. Quand je revins, mon père implorait. Mon fils, de l'eau, je me consume, mes entrailles. Silence là-bas, hurla un officier. Éliseur, continuait mon père, de l'eau. Je ne bougeais plus. Je craignais de me recevoir à mon tour un coup. Mon père eut encore un râle, après avoir été frappé par l'officier d'un coup violent à la tête. Éliseur! Je le voyais encore respirer par saccades. Je ne bougeais plus. Penché au-dessus de lui, je restai 1 heure à le contempler, à graver en moi son visage ensanglanté, sa tête fracassée. Puis j'ai dû aller me coucher. Je grimpai sur ma couchette au-dessus de mon père qui vivait encore. C'était le 28 janvier 1945. Je m'éveillai le 29 janvier à l'aube. À la place de mon père, gisait un autre malade. On avait dû l'enlever avant l'aube pour le porter au crématoire. Il respirait peut-être encore. Il n'y eut pas de prière sur sa tombe, pas de bougie allumée pour sa mémoire. Son dernier mot avait été mon nom, un appel, et je n'avais pas répondu. Je ne pleurais pas, et cela me faisait mal de ne pas pouvoir pleurer. Moi, je n'avais plus de larmes, et au fond de moi-même, si j'avais fouillé les profondeurs de ma conscience débile, j'aurais peut-être trouvé quelque chose comme « enfin libre ». Donc ce passage est vraiment terrible, puisque il montre bien que les hommes étaient complètement déshumanisés, que chacun finalement se battait pour sa propre survie, à tel point que même Elie Wiesel, qui aimait son père, qui était un bon fils, ne peut pas s'empêcher de se sentir soulagé que son père meure, puisque ça lui enlève cette charge supplémentaire et que ça va lui permettre de se battre à 100% pour lui-même. Et en même temps, il ne peut pas s'empêcher aussi de se sentir horriblement coupable, puisque cette pensée qu'il a effleurée est totalement monstrueuse. Ce qu'on entend, c'est mon chat qui gratte à la vitre, alors je vais lui ouvrir parce que c'est pénible. Voilà, c'est fait. Alors, autre livre très connu, Le Grand Voyage de Georges Semprin. Un auteur espagnol qui a été également déporté et qui raconte la vie dans les camps, la déportation dans les trains avec ses voyages interminables. Ces auteurs qui, pour la plupart, ont vécu très vieux. On peut penser que les gens qui ont réussi à survivre dans les camps étaient des gens soit jeunes, soit très robustes. Et la meilleure preuve est qu'ils ont vécu très âgés, puisque Elie Wiesel est mort à 87 ans, Georges Semprin est mort à 88 ans. De même pour Simone Weil, qui a vécu très longtemps. Alors, et ce livre posthume très intéressant, issu des conversations qu'elle a pu avoir avec un journaliste, puisque Simone Weil n'a pas énormément parlé de sa déportation. Elle qui a été ensuite ministre, qui, on le sait, est connue pour avoir légalisé l'avortement, et donc avoir contribué à une grande avancée pour les femmes. Elle avait évoqué en quelques pages dans son livre sur sa vie la déportation, les camps, la mort de sa mère et de sa sœur. Et là, dans cet ouvrage, elle en parle de façon beaucoup plus détaillée, avec notamment beaucoup de photos, et elle explique des photos d'elle jeune, avec ses longs cheveux, et elle explique d'ailleurs que la survie tenait parfois à peu de choses, puisqu'elle a eu la chance de ne pas être tondue, de garder ses cheveux, très beaux cheveux, et que sa beauté lui a permis d'avoir quelques privilèges, puisque ça a ému certaines personnes, et qui du coup ont pu la préserver un peu. Voilà, tous ces auteurs donc ont tenu à témoigner pour que personne n'oublie jamais. Et d'ailleurs, certains déportés ne tenaient que par cette idée qu'ils devaient rester en vie pour témoigner pour les autres, pour qu'on n'oublie pas tous les millions de morts, pour que tout le monde sache ce qui s'était passé, pour que tout le monde prenne un peu l'ampleur de la monstruosité de la chose. Et donc, ces auteurs, dans leurs autobiographies, sont des témoins
et en même temps sont des acteurs de la littérature engagée, puisque témoigner, c'est s'engager, puisqu'en fait témoigner revient à dénoncer toutes ces horreurs qui ont pu se passer pendant la guerre, et également à militer pour le devoir de mémoire et pour que personne n'oublie jamais ce qui a pu se passer. Bien entendu, je vous recommande la lecture de tous ces livres, euh, notamment Si c'est un homme de Primo Levi, qui existe aussi sous forme de bande dessinée. Et tous ces témoignages sont évidemment très émouvants, très durs. Donc, je le répète encore une fois, âme sensible, s'abstenir. Voilà, bon bah désolé, c'était pas forcément très joyeux, mais c'est indispensable à votre culture. Et prochainement, pour rester dans la joie et la bonne humeur, je ferai également une petite vidéo sur les tranchées, sur Paroles de poilu, tous ces témoignages des soldats de la Première Guerre qui ne vont pas être très très joyeux non plus, j'en suis désolée. Voilà, bon courage, à bientôt!